la une de Jeune Afrique cette semaine, la République démocratique du Congo et les manifestations sporadiques qui s'y sont déroulées la semaine dernière, mais aussi cette semaine. Manifestations visant les ambassades occidentales et la mission de l'ONU dans un contexte de reprise de la guerre dans l'est de la RDC. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Jeune Afrique a enquêté sur ces manifestations. Est-ce que l'on peut parler de manifestations de grande ampleur ? Non, ces manifestations n'ont rassemblé que quelques milliers d'individus tout au plus, ce qui à l'aune d'une méga-ville comme Kinshasa et ses 15 millions d'habitants, ça peut apparaître comme marginal, sauf qu'elles étaient ciblées autour de la commune de la Gombe, là où se trouvent la plupart des chancelleries étrangères et le siège de la MONUSCO, et qu'elles ont revêtu un caractère parfois violent. Alors qui étaient les manifestants? Des jeunes gens, pour la plupart, très déterminés, qui relève de cette nébuleuse dite patriotique gravitant autour de l'UDPS, le parti du président Tshisekedi. On y trouve des conducteurs de mototaxis et des groupes de militants organisés comme les parlementaires debout et les membres de la Force du Progrès, qui se présentent comme le mouvement de jeunesse du parti. Objectif, Catherine, dénoncer ce qu'il qualifie de complicité entre la communauté internationale, le M23 et le Rwanda. François Soudan, est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'instrumentalisation de ces manifestations ? Ça paraît assez clair. Le gouvernement congolais fait face à une situation, vous l'avez dit, militaire très difficile dans le Nord Kivu depuis début février, avec un M23 qui, à nouveau, comme en novembre 2012, essaie d'encercler, si ce n'est de prendre Goma, la ville de Goma. Or, le rétablissement de la paix dans l'Est a été, comme on le sait, la promesse électorale cardinale de Félix Tshisekedi. Dès lors, utiliser ces manifestations pour à la fois obliger les Occidentaux et l'ONU à soutenir le gouvernement, à sanctionner le Rwanda, à empêcher toute négociation avec le M23 et aussi, il faut le dire, pour servir un peu de dérivatif aux déboires rencontrés sur le front, c'est pour le gouvernement une tentation, une façon, je dirais, de signifier que si la promesse n'est pas remplie, il ne peut en être tenu pour responsable. C'est en tout cas la recette, Catherine, c'est assez classique. Et selon vous également, François Soudan, certains pasteurs évangéliques jouent un rôle important dans la mobilisation anti-occidentale et anti-rwandaise. Et vous êtes même très précis puisque vous citez des noms, tout du moins un nom. Oui, cette rhétorique souverainiste qui est à la fois belliciste, victimaire, avec la surutilisation de termes hyperboliques à fort impact émotionnel, comme celui de génocide, est popularisée largement par plusieurs pasteurs évangéliques proches du pouvoir, dont l'un, Paul Mukendi, a joué un rôle dans les récentes manifestations avec ses prêches enflammés, xénophobes et complotistes. Personnage sulfureux, ce Mukendi, condamné à 8 ans de prison au Canada pour agression sexuelle sur mineurs, qui a fui ce pays en 2021 pour se retrouver au Congo, c'est un petit peu l'archétype du pasteur bling-bling, dont les miracles sont aussi douteux que l'enrichissement, lui, est bien réel. Comme beaucoup de pasteurs, il a fait campagne pour Félix Tshisekedi, et il affirme que Dieu lui parle et Dieu, à l'entendre, lui a ordonné de chasser hors de RDC les Américains, les Français, l'ONU et les Rwandais. Vous savez, Catherine, au Congo, où les églises du réveil sont presque aussi nombreuses que les Nganda, chacun voit Dieu à sa porte. Merci François Soudan. Cet article sur les manifestations en RDC est à retrouver sur le site de Jeune Afrique, jeuneafrique.com.